bonsoir. Bonsoir Julia, bonsoir Lisa. Donc un duo, j'allais dire, presque très tropézien, en tous les cas en la personne de Lisa Vignoli. Donc Lisa, effectivement, est une enfant quasiment du pays, puisqu'elle est née à Marseille, certes, mais elle a été baptisée à la Ponche. Ça fait donc 34 ans qu'elle passe tous ses étés ici, ou de nombreux étés. Son arrière-grand-père, c'est assez fort pour un Marseillais, a été capitaine de ville. Et elle a une jolie famille qui oscille entre les Vignoli et les Montagnier. Les Vignoli ayant racheté, ça c'est quand même la petite anecdote de l'été, la fromagerie de la Place aux Herbes. Donc on est vraiment avec des gens d'ici et on en est très heureux. Bravo Lisa. Et nous avons aussi Julia, que je ne connaissais pas, et qui elle-même est une amoureuse de Saint-Tropez depuis ses 20 ans, mais d'un certain Saint-Tropez, un Saint-Tropez intime, un Saint-Tropez à l'envers, disais-tu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le Saint-Tropez qui se lève tôt, qui va au marché tôt, qui va à la plage des Salins en famille et qui fait une vie relativement discrète et agréable depuis longtemps. Donc Lisa vient à Saint-Tropez aussi depuis l'âge de 20 ans. Elle en a 40 aujourd'hui et fait partie d'un des plus grands cabinets d'avocats français, qui est le cabinet d'Hervé Temim, auquel tu es associée. Donc ces jeunes femmes viennent de commettre un livre à 4 mains qui s'appelle « L'avocat était une femme ». C'est un livre que j'ai vraiment adoré, qui a eu un effet d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai réalisé qu'effectivement nous entendions beaucoup parler des ténors du barreau. Je pense que vous êtes nombreux à avoir vu à Ramatuelle il y a 2 ans la fameuse pièce qui s'appelait Plaidoirie. Plaidoirie qui était jouée par Richard Berry, donc dans le cadre du festival de Ramatuelle. Et la seule femme qui apparaissait, Julia, et nous allons enchaîner comme ça, dans cette pièce de théâtre était Gisèle Halimi, qui est morte il y a donc 1 an. Elle était née un 27 juillet. Nous pouvons avoir une pensée pour elle. Elle est morte un 28 juillet l'année dernière. Et je dois dire que pour toi, si j'ai bien compris, ça a été un signe, Julia. Il est vrai que l'été dernier, nous étions ici à Saint-Tropez avec Lisa et nous mettions un dernier mot, les derniers mots à ce livre que nous avions écrit pendant le confinement, ou plus précisément que Lisa avait écrit, puisque la façon dont nous avons procédé, c'est que nous avons procédé à des entretiens avec ces femmes avocates. Elles sont 9, on va vous en parler ce soir. Moi, l'idée que j'ai eue, en fait, c'était de mettre en lumière ces formidables avocates pénalistes que le grand public ne connaissait pas. Quand on imagine un avocat, un pénaliste, c'est-à-dire un avocat qui défend des personnes poursuivies devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises, c'est-à-dire des personnes qu'on accuse d'avoir commis des faits passibles de prison, hein, pour résumer et parler de façon très simple. Évidemment, ce qu'on projette, c'est un homme, de préférence assez corpulent, assez imposant, avec une grosse voix, qui parle très fort et qui défend les causes désespérées. Vous prenez n'importe qui, peut-être qu'il y a des exceptions parmi vous, mais enfin pour la plupart des gens, ils ne connaissent pas de nom de femme avocate pénaliste. Comme si on pouvait imaginer qu'aujourd'hui, en 2021, ou même depuis un certain nombre d'années maintenant, il pouvait y avoir des métiers qui étaient interdits presque aux femmes, où il n'y avait pas de femmes. Des femmes chirurgiens, des femmes policiers, enfin des femmes qui font tout un tas de métiers où il y a du sang, où il y a de la violence, mais pas avocats. Évidemment que c'est faux, évidemment que depuis longtemps, des femmes pénalistes brillent dans les prétoires, mais elles souffraient d'un manque de notoriété, qui leur était en partie imputable d'ailleurs, parce que dans la génération qui me précède, finalement elles avaient accepté leur sort et elles restaient discrètes, connues des gens qui s'intéressaient véritablement à la matière, et il ne leur venait pas à l'idée d'écrire par exemple leur mémoire, ma vie, mon œuvre, contrairement à leurs confrères masculins qui l'ont tous fait. Donc mon idée, ça a été de demander à Lisa, que j'avais rencontrée. Lisa est journaliste et je l'avais rencontrée parce qu'elle écrivait un papier justement sur les femmes avocates qui défendent des hommes qui s'en sont pris à des femmes. Ça s'appelait Les avocates des diables.
C'était en 2014, je crois. Et donc, je lui ai demandé, puisqu'entre-temps, elle avait écrit un beau roman, et que je voulais vraiment que ce livre soit aussi un objet littéraire, que ce soit bien écrit, que ce soit des récits, que ce soit des portraits intimes, et son roman était en lui-même un portrait. Je lui ai demandé qu'on fasse le portrait de ces femmes-là, puisqu'elles ne se faisaient pas elles-mêmes. Elles sont 9 et elles se sont racontées à travers le procès de leur vie. Et Gisèle Halimi, effectivement, est décédée alors que nous finissions cet ouvrage. Et oui, nous avons pris ça aussi comme un signe du destin. Alors, je reprends une phrase qui est énorme de Thierry Lévy, qui s'adresse à une jeune femme qui va donc embrasser la profession. Et il lui dit « Vous êtes sûr que vous voulez faire avocat pénaliste parce que ce n'est pas un métier de femme ?» Voilà, donc on a fait du chemin, tu y as participé, puisqu'en 2013, tu as créé le club des avocates pénalistes, qui sont une quarantaine de femmes. Et ce livre, évidemment, y contribue, à tel point qu'après avoir parcouru les 9 procès choisis par ces femmes, j'ai eu envie, moi-même, le réflexe a été immédiat, c'est de chercher à quoi ressemblaient, qui étaient ces femmes, ces visages de femmes. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'on en connaît certaines, mais on n'associe pas forcément le nom au visage. Et comme tu le disais, certaines, évidemment, sont devenues célèbres par les procès. Je pense peut-être à Frédéric Pons, qui s'occupe de Sarkozy. Frédéric Pons, qui était l'avocate de Guy Georges, le serial killer. Voilà. Et Jacqueline Lafont, qui a défendu Nicolas Sarkozy au procès des écoutes Bismuth. Et c'est vrai que là, on a franchi une étape très importante. C'est-à-dire qu'une femme défende un ancien président de la République, là, c'était quelque chose. Et on l'a vu, en plus, c'est une femme qui est particulièrement élégante et charismatique. Et elle est apparue aux yeux de tous comme étant celle qui avait été choisie par Nicolas Sarkozy, dont on peut imaginer qu'il prend quand même grand soin à choisir ses défenseurs, devant le tribunal correctionnel au mois de décembre. Voilà, et tu racontes aussi dans les anecdotes, effectivement, qu'à l'époque du palais de justice qui était boulevard Saint-Michel, il y avait donc cette buvette des avocats pénalistes où les jeunes avocates se comportaient presque comme des pom-pom girls devant les grands ténors du barreau, les Spinner, les Temim, etc. Donc les choses sont en train d'évoluer. Et là, nous avons, donc, grâce à toi, Lisa, qui à l'issue des entretiens que vous avez menés toutes les deux, je crois, tous les vendredis soirs, revécu des affaires très très fortes. Il y en a une en particulier qui ouvre le livre et par laquelle on peut commencer, puisque c'est quasiment une exclusivité, c'est l'affaire Bertrand Cantat. Voilà, l'affaire Bertrand Cantat. Oui, alors c'est vrai que maintenant on a du mal à utiliser ce mot d'exclusif, mais en effet c'est vrai que ce chapitre-là, consacré à Céline Lasec, qui était l'avocate de Bertrand Cantat, elle avait 29 ans, elle faisait partie d'un cabinet, d'un grand cabinet, elle était collaboratrice d'un homme qui s'appelait Olivier Metzner. Et un jour, il entre dans son bureau et il lui dit voilà, je viens d'avoir un coup de fil, on va représenter un client, un certain Joe Stark, mais pas vraiment lui. Et ça se passe en Lituanie. Donc en fait, il s'agissait de Bertrand Cantat, qui était donc un autre chanteur, mais qui n'était pas tout à fait identifié par cet avocat-là. Et donc, il lui dit vous allez venir avec moi. Et elle part avec son patron. Et le côté exclusif, entre guillemets, je cherche un autre mot, mais il ne me vient pas tout de suite, le côté, disons, un peu révélé ou à part, enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça passionnant, c'est que l'affaire a fait que Bertrand Cantat n'a pas pu s'exprimer après le meurtre, après la mort de Marie Trintignant. Il n'a pas pu le faire dans la presse, il n'a pas pu le faire nulle part, et d'ailleurs il ne le souhaitait pas, comme il ne souhaitait pas être défendu. Donc là on a une avocate qui d'abord essaye de convaincre son client en lui disant il faut que vous vous défendiez, parce que lui il ne le veut pas, parce qu'il se dit j'ai tué l'amour de ma vie, et comme il n'a pas pris la parole à aucun moment, là tout d'un coup en fait on a la parole à ce moment-là, racontée des années plus tard à travers l'œil de son avocate, mais de cet homme qui dit ça, et en réalité on ne le savait pas, qu'il ne souhaitait pas être défendu, qu'il était dévasté, on l'imaginait bien, mais on ne le savait pas vraiment. Et donc voilà, c'est en ça que ça a un caractère un peu exceptionnel. Et qu'il refusait aussi tout élément qui aurait pu entacher la mémoire de son amoureuse. Oui. Puisque
Tout ce qui pouvait être témoignage des précédents compagnons qui auraient témoigné de la violence habituelle des rapports, il les a évacués en disant à l'avocat « je ne veux pas aller sur ce terrain », n'est-ce pas? Oui, exactement, parce que dans ce genre d'affaires, bon, bah voilà, quand vous êtes l'avocat d'un homme, vous recevez, là ils avaient en plus des informations qui leur venaient de l'extérieur, comme il s'agissait d'un couple célèbre. De temps en temps, au cabinet, ils recevaient des témoignages disant « Oui, mais vous savez, nous, on a eu dans notre hôtel le passage de Marie Trintignant avec son ex-compagnon, et puis ça, ils ont fait des dégâts. » Donc voilà, il y avait comme si la violence existait intrinsèquement dans ces couples précédents. Et donc, de temps en temps, quand on est avocat, eh bien, ce genre d'élément peut servir à la défense de son client. Et elle le racontait à Bertrand Cantat et il disait « je n'irai jamais sur ce terrain-là, oubliez tout de suite ça, on ne s'en servira jamais ». Donc il ne voulait pas effectivement aller contre Marie. C'est ça. Alors donc à l'époque, cette avocate a 29 ans, elle part à Vilnius avec alors pour le coup un ténor du barreau qui est donc Olivier Metzner. Donc elle se retrouve avec lui dans une espèce d'intimité. Je crois qu'elle doit lui lasser ses chaussures ou il y a des choses un peu comme ça. Et puis, en fait, c'est un témoignage particulièrement émouvant, puisqu'on sent qu'ils sont tous les deux traversés par le témoignage de Cantat, puisqu'il va parler très longtemps à ses avocats, n'est-ce pas? Et en fait, c'est intéressant parce que, vous savez, on continue, malgré tout, c'est de moins en moins répandu, mais on continue d'associer les vertus de sensibilité, de sensiblerie parfois, de délicatesse et d'émotion et d'émotivité aux femmes. Heureusement, on évolue là-dessus, on se rend compte que ce sont peut-être des vertus masculines également. Et en fait, dans le cadre de cette affaire, avec Olivier Metzner, donc, qui est le patron encore de Céline Lasek, elle qui est beaucoup plus jeune, on se rend compte qu'en réalité, c'est lui qui est davantage touché par ce qui leur arrive et par ce client. Et un jour, ils sont tous les deux assis, ils ont eu un long entretien et il se tourne vers elle. Elle se retient de pleurer. Elle se dit « Si Olivier me voit dans cet état, il va m'insulter, il va me dire « Si vous n'êtes pas capable de faire ce métier, alors si vous n'êtes pas capable de retenir vos émotions, alors changez de métier. » Elle sent un coup de coude et elle se retourne. Et là, il lui demande en réalité « Vous n'avez pas un Kleenex ?» Et donc, c'était lui qui était absolument en larmes trempées. Et elle ne s'y attendait pas, et la machine est inversée en quelque sorte. Alors, absolument. Et alors, ce qui se passe aussi pour cette jeune femme, qui est certainement c'est sa première affaire d'importance, qui la marquera, puisque Olivier Metzner va se suicider, me semble-t-il, et qu'elle va donc du coup s'émanciper de fait. Mais je crois qu'elle s'était émancipée avant de son maître, si je puis dire. Oui, elle avait décidé de quitter le cabinet avant. Mais d'ailleurs, elle raconte que lui l'avait terriblement soutenue, avait continué. Vous savez, au début, quand on s'installe, quand on est toute seule, quand on est indépendante, on est là, assise à son bureau et on attend que le téléphone sonne et on attend d'avoir des clients. Et lui, qui avait une plus grosse structure, avec un plus gros carnet d'adresses et des affaires qui lui arrivaient comme ça, l'a beaucoup aidé en fait. Et lui a donné quelques petites affaires qui lui ont permis de se lancer et de maintenir à flot ce cabinet. Mais effectivement, il a eu une fin tragique et elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'elle faisait partie de ses proches puisqu'il avait dressé la liste des gens qu'il voulait voir à son enterrement et elle en faisait partie. Relation forte. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre aussi, alors évidemment, c'est je trouve le talent de narratrice de Lisa, c'est-à-dire que chaque chapitre est passionnant. Chaque chapitre, on rentre dans une histoire criminelle, beaucoup, ou en tous les cas de mœurs, on va dire. Mais on est dans le parking avec Guy Georges qui est pas loin de nous. On est avec plutôt l'avocate qui va vivre la rencontre avec l'accusé, etc. Mais certains avocats ont choisi des procès qui n'étaient pas médiatiques. Alors j'ai envie de parler peut-être, Lisa, de Cécile Julia, pardon. Toutes les deux, vous êtes tellement imbriquées. C'est l'histoire de ma vie, ma sœur s'appelle Julia. Ah voilà, c'est ça. Donc peut-être on peut évoquer l'affaire dont s'est occupée Cécile de Oliveira, parce qu'elle donne une dimension très intéressante au métier d'avocat. C'est une affaire de matricide et la manière dont elle va défendre son client est très intéressante.
Oui, Cécile de Oliveira est une avocate de Nantes qui a une personnalité, on va dire, haute en couleur, qui est quelqu'un de vraiment très drôle, et je crois qu'on le ressent tout à fait dans le chapitre écrit par Lisa. Elle a choisi cette histoire de matricide. Ce qui est intéressant avec toutes ces femmes, c'est que vous le soulignez, certaines qui ont défendu des affaires pourtant très médiatiques ont choisi des affaires anonymes, et Cécile de Oliveira, elle n'est pas la seule, a choisi une affaire dans laquelle elle a eu un résultat, c'est comme ça qu'on appelle les décisions, absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'elle a décidé de prendre un axe de défense pour ce jeune garçon qui avait 18 ans, qui était très beau, qu'elle prenait un peu comme son fils. Elle a décidé de chercher une explication en quelque sorte métaphysique à son acte, son acte étant quand même celui d'avoir tué sa mère à coups de couteau dans le dos alors qu'elle était en train de lui préparer le dîner parce qu'elle avait refusé qu'il aille voir le film Astérix, Mission Cléopâtre, avec ses copains parce qu'il fallait qu'il révise son bac. Elle a une façon très amusante de raconter ça, parce que c'est vrai que c'est un métier où parfois il faut un peu d'humour, sinon on ne survit pas. Elle avait appris au cours de ses entretiens avec ce jeune homme, avec sa famille, que cette femme, cette mère, avait échappé à un accident de voiture quand elle était petite, avec toute sa famille. Elle avait perdu son père, sa mère, ses frères et sœurs. Elle était la seule rescapée. Et quelque part, pour Cécile de Oliveira, elle se demandait si, dans un sens, il n'y avait pas une explication quasi mythologique, quasi divine, qui faisait que cette femme qui était rescapée n'aurait pas dû l'être et qu'il fallait qu'on mette fin à ses jours. Et en fait, elle s'est évidemment totalement pris les pieds dans le tapis, parce que vous pensez bien que pour des jurés, cette explication est complètement absurde et incohérente. Et évidemment, son client, à sa décharge, n'était quand même pas facile à défendre, parce qu'il avait fui, il avait brûlé le corps de sa mère, il s'était enfui, son père avait pensé qu'il avait été lui-même enlevé par des voleurs, il avait vécu 2 ans une vie dans une autre ville avant d'être rattrapé par la patrouille dans un train. Et donc voilà, elle a choisi une défense qui n'en était pas une, et c'était assez courageux de sa part, parce qu'elle a évidemment à son crédit, c'est pour ça qu'on l'a choisi, des résultats retentissants et d'excellents résultats, mais elle a voulu expliquer aussi qu'on peut se tromper complètement, qu'on peut passer à côté d'une défense efficace. Et voilà. Et l'aspect aussi intéressant de ce chapitre, c'est évidemment le rapport de l'avocat au secret, puisque comme vous le savez, nous sommes soumis à un secret professionnel extrêmement strict, et elle a abordé le sujet du poids de ces secrets. Ce sont des secrets que vous ne pouvez partager avec personne, et pourtant ils sont parfois lourds à porter, et notamment dans cette affaire. Elle a raconté comment, quelques années plus tard, l'aumônier de la prison l'a appelé et lui a dit, bah voilà, votre client que vous aviez défendu sur ce matricide aimerait vous rencontrer, il a des choses à vous dire. Ce ne sont pas des choses forcément favorables pour lui d'ailleurs, mais venez, il vous expliquera. Elle ne nous en a pas dit plus, vous n'en saurez pas plus, et nous non plus d'ailleurs. Secrètement, moi, j'imagine qu'étant avocate, en fait, on peut partager un secret, et elle serait peut-être en droit de me le dire, mais c'est pas tout à fait sûr. Et donc, on ne sait pas. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que quand on est avocat, on a sa propre vie, ce qu'elle dit, on a ses propres secrets, et puis on a tous les secrets confiés jour après jour par ses clients, et c'est pas forcément facile. Et ce qu'elle a confié aussi, qui est intéressant, c'est, on parlait tout à l'heure de sensiblerie, d'émotivité des femmes. Moi, c'est une question que j'ai posée dans les entretiens à toutes les avocates. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de pleurer en audience? Parce que moi, ça m'intéresse, parce qu'évidemment, j'ai déjà eu envie, mais jamais je n'ai pleuré, parce que j'ai pensé exactement comme c'est de la SEC. Mais enfin, si mon client, si mon patron à l'époque, associé maintenant, si les juges me voient en train de pleurer, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est avocate, elle est complètement nulle, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc c'est une question que j'ai posée, pas parce que ce sont des femmes, parce que la vérité c'est que Hervé Temim, mon associé, peut-être que certains d'entre vous
voit à qui il est, c'est vraiment un ténor du barreau, comme on dit. Bah, à côté de moi, plusieurs fois, il a pleuré en audience, soit en plaidant, soit au moment d'un résultat, soit parce qu'une révélation extraordinaire tombait au cours d'un procès d'assises. Et moi, à chaque fois, j'étais à côté de lui, et évidemment, il n'était pas question pour moi de pleurer. Et Cécile de Oliveira, elle raconte carrément que c'était un vrai problème, parce qu'alors elle pleurait tout le temps. Et donc, elle a été voir son mentor, puisque c'est vrai que toutes ces femmes, certainement une question de génération, ont eu des mentors hommes. Et c'est lui qui lui a dit, bah, écoutez Cécile, on ne va pas parler de votre histoire de pleurs pendant des heures, allez vous faire soigner, ça ira mieux. Et donc, elle a été s'allonger sur le divan, et depuis ce jour, elle ne pleure plus. Très bien. Oui, effectivement, ce que dit Cécile de Oliveira, on a nos propres secrets. Notre jardin secret est le parc paysager des secrets de nos clients. Donc ça fait beaucoup de choses. Alors il y a un passage quand même que je voulais lire qui explique assez bien la dimension dans laquelle elle a essayé de placer la plaidoirie, qui est très bien relatée par Lisa. Donc un garçon qui a été le pantin d'une destinée supérieure est l'argument de sa version. Sa mère, elle aussi issue d'une famille ordinaire, avait vécu une tragédie. La voiture de son père ayant percuté un engin de chantier, il était mort avec 3 de ses filles. La mère de Damien, alors enfant, était la seule survivante et toute sa vie avait été impactée par ce quadruple deuil. Plus tard, en devenant mère et épouse, elle avait refoulé cette histoire traumatique, ne refoulez pas de préférence, par des névroses de maniaquerie et de contrôle, sans jamais parvenir à être heureuse. Or, en la tuant, son fils Damien, qui était un garçon solaire, bien plus que la moyenne, l'avait sorti de ce destin plombé. Voilà. C'était ça sa plaidoirie. Moi, ça aurait marché. Je trouve ça génial. C'est très psychanalytique d'ailleurs, mais effectivement, ils sont peut-être pas encore prêts pour la psychanalyse. Hein. Voilà. Alors, on va continuer à avancer dans ce livre. Là, la troisième affaire est une affaire, là encore, qui montre la façon peut-être imbriquée pour une avocate. C'est l'affaire Ilan Halimi. Alors, une fois de plus, grâce à votre livre, j'ai regardé des documentaires. Donc, j'ai regardé un documentaire sur l'affaire Guy Georges, j'ai regardé un documentaire sur l'affaire Halimi. On a oublié un certain nombre de choses, enfin, oublié. On ne se rend pas compte que ce garçon est mort pour une caution, une rançon de 400 000 € qui n'a pas été payée. On retrouve dans l'affaire Guy Georges des ratés récurrents, alors qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui semblent pencher en la direction de Guy Georges. Enfin bref, donc je trouve que la réussite de ce livre, non seulement il est passionnant, mais ça replonge un petit peu dans certains grands procès qu'on a tous vu passer. Je pense que vous vous rappelez de l'affaire Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, qui avait fait avec son portrait robot la une du Parisien. Donc cette avocate, c'est le procès Guy Georges, c'est, comment s'appelle l'avocate, je me rappelle plus. Frédéric Pons. Voilà, Frédéric Pons, qui est donc la fille, je crois, d'un ministre, n'est-ce pas Oui. Voilà. Oui. Donc cette affaire Guy Georges, est-ce que tu peux nous la présenter, Lisa, ce travail que tu as fait avec l'avocate de Guy Georges? Alors, elle a travaillé à deux. Oui, exactement. Elle a travaillé à deux. Il y a dans ce livre, juste je fais une petite parenthèse, ce qu'on a aussi voulu faire avec Julia, c'était parmi les livres donc, de ténors du barreau masculin, Ma vie, mon œuvre, qu'ils écrivent, on a la sensation, on a le sentiment, quand on les lit, moi j'en ai lu pas mal, que en fait les affaires, leur carrière interviennent dans une sorte d'espace neutre qui n'est pas du tout, comme s'il n'y avait pas de vie personnelle, de vie familiale, de vie intime. Ils ne parlent jamais de l'impact que peuvent avoir certaines affaires sur le reste de leur vie, comme si on avait deux boîte extrêmement hermétique entre la vie professionnelle et le reste. Et nous, on a vraiment tenu à ce que les deux soient mêlés. Donc on a vraiment... elles le faisaient assez naturellement, hein, d'ailleurs, elles en parlaient assez naturellement, mais on a voulu en tout cas souligner justement le fait qu'elles en parlent, et donc à chaque fois, chaque affaire est racontée selon le moment où elle survient dans la vie de ces femmes. Et dans l'affaire, c'était une petite parenthèse, mais il y a un léger lien quand même. Dans l'affaire Guy Georges, donc Frédéric Pons se retrouve là, appelé par un homme qui est son ex-mari,
qui est avocat, qui s'appelle Alex Ursulé et qui défend Guy Georges et qui lui dit, écoute, il l'appelle, donc évidemment ils se sont mariés, ils se sont séparés, ils se sont détestés, ils se sont revus, etc. Ils partagent, là ils sont plutôt dans une période où ils reprennent de temps en temps un café ensemble et il l'appelle et lui dit, écoute voilà, il faut que tu viennes, j'ai besoin de toi. Et elle dit, il l'a fait parce qu'il savait que je ne lui refuserai jamais. Et donc elle se retrouve plongée dans cette histoire à laquelle, en plus, elle ne s'est pas intéressée. Ça fait des mois qu'il y en a partout dans la presse et tout ça. C'est vraiment pas une histoire qui l'a passionnée, comme même des lecteurs de quotidien. Et elle se plonge là-dedans. Donc elle reçoit à son cabinet, elle se dit qu'il est un peu farfelu, l'ex-mari en question. Donc elle se dit, bon, il me dit ça et puis ça va passer. Et puis un jour, elle est à son cabinet, elle voit arriver une vingtaine de caisses et elle se dit, bon, bah là, c'est concret. Donc elle se plonge dans ce dossier. Et cette affaire est folle parce que, alors là tout de suite maintenant c'est terrible, mais je n'ai plus le nombre de victimes exact, mais en gros ce sont des jeunes femmes qui ont toutes entre 18 et 25 ans, je dirais. Je ne me souviens plus exactement du nombre, mais elles sont nombreuses. Il y en a 7, c'est ça. Certaines ont échappé, d'autres ont trouvé la mort, elles ont été violées, tuées, enfin bon, voilà, une histoire sordide. Et elle se retrouve là, au procès, et elle est persuadée, évidemment, que son client est innocent, quoi. Enfin, le défend. Donc, et elle vit, et c'est ça qui est assez passionnant dans sa façon de le raconter, elle vit un retournement de situation incroyable, où tout d'un coup, son client, en quelque sorte, à un moment donné du procès, se trahit, et reconnaît par un geste sa culpabilité, et vrille complètement, parce qu'elle-même, cet homme violent, terrible, elle le voyait comme quelqu'un qui pouvait être sympathique et elle n'avait pas peur de lui. Et à ce moment-là, elle se retrouve dans une salle, ils doivent décider avec son avocat, l'avocat avec lequel elle mène la défense, de ce qu'ils vont faire. Et elle dit que pour la première fois de sa vie, elle a peur de lui. Et là, il finit par avouer. Et donc le retournement de situation est assez dingue et le regard qu'elle porte sur lui change complètement. Et là aussi, c'est aussi une forme c'est un choix d'affaires qui montre qu'elle a choisi de montrer un endroit où elle s'était un peu trompée elle aussi. Donc on a aussi quand même une certaine humilité de la part de ces femmes. Oui, alors effectivement, je vais lire le passage qui fait tout basculer, puisque au départ elle pense qu'il est innocent. Il va tenir longtemps, et puis il y a eu effectivement un déroulé des audiences assez long. Et puis en fait, on voit bien que le tueur s'échappe à lui-même. Donc Madame Solange Doumic, avocate des parties civiles, lui fait remarquer que contrairement à ce qu'il affirme depuis le début du procès, ses gestes à l'audience trahissent qu'il est bien gaucher, comme le tueur, et non droitier, comme il le prétend. Guy Georges s'agace et pour prouver qu'il est droitier, se retrouve à mimer d'une main un geste, celui qu'un homme ferait avec un couteau pour tuer quelqu'un. Ce geste ne ressemble à rien d'autre. Il ne peut ressembler à rien d'autre. Personne ne s'y attend, pas même son avocate. C'est également féroce, c'est un rebondissement qui n'arrive jamais dans une carrière. Ce qu'elle appelle une explosion en plein vol ressurgit dans sa mémoire. Aujourd'hui, les chaînes d'information continuent en seraient folles, leurs journalistes pétinant dans le hall du tribunal dans l'attente du sensationnel. À l'intérieur, c'est une tragédie. Effectivement, elle ajoute, à partir du moment où il avait fait ce geste, tout est dit, pour moi, c'est plié. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle doit changer radicalement son axe. Comment c'est possible? Alors comment on se débrouille? Comme on l'a écrit, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se produit pas souvent. Hein. Ça, c'est dans les films qu'il y a des retournements exceptionnels à la cour d'assises. C'est quand même assez rare. Là, ce qu'elle a vécu a marqué une pierre blanche dans les annales judiciaires. Elle était convaincue de l'innocence de Guy Georges. D'ailleurs, elle avait mis ça comme condition pour le défendre. Alex Ursulé va la voir, il a besoin d'elle. Elle dit aussi, il savait bien que moi, je ne lui ferais pas d'ombre et je n'irais pas me précipiter devant les caméras à chaque suspension d'audience, mais elle veut bien s'en occuper seulement s'il est innocent, parce que ça c'est des convictions personnelles, hein. Quand on est avocat, c'est la question qu'on nous pose à chaque dîner, mais enfin, mais comment pouvez-vous défendre des violeurs, des tueurs, etc. Mais si vous savez vraiment qu'ils sont coupables, est-ce que vous le faites, est-ce que vous ne le faites pas? En vrai, on n'a pas de règles, c'est vraiment quelque chose de très intuitif. Il y a des gens que vous avez envie de défendre,
même si vous savez qu'ils sont coupables, même si vous savez qu'ils ont fait des choses atroces, et puis il y a des gens que vous n'avez pas envie de défendre. Elle, là, elle voit ce dossier et se dit non, je n'irai pas défendre ce type si je pense qu'il est coupable. Donc elle va le voir, elle lui dit, est-ce que vous êtes prêt à refaire un test ADN? Et le type lui dit oui, ce qui était quand même risqué parce qu'on avait un ADN sur un mégot. Alors à l'époque, on était aux prémices de l'ADN, mais le type accepte et puis elle lui parle. Et c'est ce qu'elle dit, hein, c'est très bizarre. Elle dit, je voulais voir s'il était sympathique. Et elle dit, oui, il était sympathique. Et pour elle, il était non seulement sympathique, mais il était innocent. Et là, alors comment est-ce qu'elle gère ça? Évidemment, c'est coup de tonnerre dans la salle d'audience. Et ce qu'elle va expliquer, c'est qu'elle le comprend tout de suite, qu'Alex Ursulé, pour lui, manifestement, les choses sont un peu plus compliquées. Il a moins d'objectivité, moins de lucidité par rapport à ce qui vient de se passer. Et elle, qui a entendu ces familles qui ont perdu leur fille, leur sœur, leur cousine, qui sont venues témoigner à la barre, qu'elle a entendu pendant toutes ces semaines, et évidemment que ça l'a touchée, et évidemment que c'est pas parce qu'on est avocat de la défense qu'on se fiche du sort des victimes. Elle se dit, bah, finalement, je vais peut-être avoir un rôle à jouer, et ce rôle, ça va être de faire accoucher, en quelque sorte, son client de ses aveux. Et c'est ce qu'elle va faire. Et d'ailleurs, elle aussi, elle va pleurer, et c'est quelque chose qui lui avait été beaucoup reproché, disant mais qu'est-ce que c'est que cette avocate qui pleure? Qu'est-ce que c'est que cette avocate qui fait avouer son client? Qu'est-ce que c'est que cette avocate qui reste? Parce qu'il y a une espèce de règle non dite qui voudrait que s'il faut changer de système de défense, finalement vous n'êtes pas crédible par rapport au juré, donc en fait vous quittez les bancs de la défense. En général c'est ça qui se passe, on quitte les bancs de la défense. Et elle dit non, au contraire. Moi, je fais ma mission jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est que cette lâcheté, justement, de partir quand les choses changent pour son client? Et donc, elle a décidé d'accompagner aussi son client jusqu'au bout, d'accompagner les parties civiles, de faire en sorte qu'il avoue, de faire en sorte qu'il reconnaisse sa culpabilité pour chacune des victimes, parce qu'elle savait que c'est ce qu'attendaient les familles. Donc voilà comment elle a géré ça. Voilà comment elle a d'ailleurs été assez critiquée pour ça, parce que c'était pas très traditionnel. Peut-être aussi parce que c'était une femme et que bah, finalement, bah, voilà la preuve, hein, elles font vraiment n'importe quoi. Et finalement, je crois qu'elle en sort grandie et justice a été rendue. De toute façon, comme vous l'avez lu et comme elle l'a dit, c'était plié. C'est vrai que d'ailleurs, les gens se posent la question comment elle peut défendre Guy Georges, puisque c'est une femme et que les victimes sont des femmes aussi. C'est ça qui intervient. Alors, on va aller en direction de Caroline Toby, qui a donc été l'avocate des parties civiles, c'est ça? C'est-à-dire, ce qui est assez exceptionnel, et d'après ce que je lis dans votre... de la mère d'Ilan Halimi, donc Caroline Toby, qui dira d'ailleurs, chez moi, le procès Ilan Halimi nous a tous abîmés. Entre autres, elle avait un fils qui portait le même nom que la victime. Qui de vous deux veut nous raconter cette affaire Halimi? Bon, enfin, la raconter, malheureusement, on la connaît, mais le procès est particulièrement éprouvant. Enfin, le mot n'est pas le bon. Voilà, est-ce que tu veux... Oui, c'est un procès qui dure très longtemps, c'est de longues journées, très intenses, très dures. Il y a énormément d'accusés, c'est d'une violence extrême. Et donc, Caroline Toby se retrouve là au procès avec Francis Spinner et son associé. Et puis là, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'elle rentre chez elle et évidemment... jamais elle ne laisse sur le seuil de sa porte la journée qu'elle vient de passer et elle sait que le lendemain il y en aura une autre et le surlendemain il y en aura encore une autre et que ce sera sans doute de plus en plus terrible et que ensuite sa plaidoirie viendra et donc elle arrive chez elle un soir et donc effectivement Ilan Halimi voilà, elle défend sa mère. Ilan Halimi est mort dans des conditions tragiques qu'on connaît et il se trouve que son petit garçon, voilà, à ce moment-là elle a 2 fils. Un de ses fils porte le même prénom qu'Ilan, donc, et elle rentre et elle dit, aujourd'hui, elle dit, je m'en veux, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'arrivais, j'avais mes 2 enfants que j'aimais évidemment de la même façon. Je rentrais et je me jetais dans les bras d'Ilan et je pleurais. Et en fait, elle déversait tout ce qu'elle avait reçu et tout ce qui l'avait impacté dans la journée sur lui. Et des années plus tard, il lui a dit... assez durement, tu m'as
tu m'as vraiment, on lui a dit fracassé, mais tu m'as vraiment abîmée, quoi. Et elle s'en voulait, mais à ce moment-là, elle ne pouvait pas faire autrement. Donc c'est encore une façon de montrer à quel point ces carrières et cette fonction peut avoir un impact très fort sur les vies familiales et personnelles. Alors c'est dans ce chapitre-là que Caroline Tobie évoque ses souvenirs de jeune avocate. En guise de baptême du feu, Spinner l'emmène à la buvette du palais, la buvette qui était en sous-sol du palais de justice, qui n'est plus maintenant. Au sous-sol du palais de justice, dans un café où se retrouvent les avocats, elle découvre la table des pénalistes. Tout un monde qu'elle ne connaît pas et l'impression d'entrer dans une institution. Elle se souvient de l'humour de ces avocats 6 sur 2, de ces jeunes femmes à leur côté, qui les regardent avec des airs de pom-pom girl. Parce qu'elles n'ont pas leur place, en fait, là, encore. Oui, moi, depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai entendu parler de cette buvette du palais. Vous savez, c'est évidemment... les temps anciens étaient bien meilleurs et c'est quelque chose que tu ne connaîtras jamais, que cette buvette où on se retrouvait, tous les grands pénalistes d'aujourd'hui. À l'époque, on était jeunes, on n'avait pas beaucoup d'argent, alors on venait déjeuner là parce que c'était bon et c'était pas trop cher. Et puis c'était aussi une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, donc c'était le lieu des retrouvailles. Je pense que vous vous souvenez tous dans votre collège, votre lycée, il y avait un endroit où votre bande d'amis se retrouvait, et ben eux c'était cette table qui était de côté et où un peu par hasard ceux qui sont les grands noms aujourd'hui, donc Hervé Témy, Francis Spinner, Olivier Metzner, et j'en passe, se retrouvaient. Et donc on m'a toujours parlé de cette période exceptionnelle de la table des pénalistes. Et puis, quand même, il y avait un problème, parce que dans cette table, et ben, encore une fois, il n'y avait que des hommes. Alors, il y avait des femmes pourtant, mais elles ne faisaient jamais partie des anecdotes qu'on me racontait, jamais. Et elles étaient là, c'était des collaboratrices, et j'en ai parlé avec un avocat qui faisait partie de cette table et qui m'a dit de façon très franche d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes qui sont tout à fait conscients de la misogynie de l'époque et de l'évolution des mœurs, m'a dit mais quand j'y repense, c'est vrai qu'on était complètement misogyne. C'est-à-dire que nos collaboratrices, elles étaient là pour porter les dossiers, pour venir avec nous à l'audience, pour les classer, pour préparer des choses, mais on ne les considérait pas comme des avocates à part entière quelque part. Et aujourd'hui, oui, certains ont une lucidité par rapport à ça. Elles nous ont toutes parlé de cette table. Caroline Tobie parle de pop-up girl. Frédérique Ponce, elle, qui n'avait pas de mentor à proprement parler, dit qu'elle se sentait un peu exclue et elle se mettait à une autre table et elle regardait ça avec envie et puis en même temps avec aussi circonspection parce que elle aussi, elle avait remarqué qu'il n'y avait pas d'hommes, qu'il n'y avait pas de femmes, pardon, à cette table. Et quelque part, ce livre, c'est un peu une table des pénalistes version moderne, une table des pénalistes où ce sont les femmes qui sont là, ce sont les femmes qui parlent et les hommes les écoutent puisque les ténors du barreau ont lu ce livre et nous ont fait des retours. Ils ont tous été finalement assez stupéfaits de tout ce qu'elles avaient raconté et pas que d'ailleurs, les chroniqueurs judiciaires aussi, c'est-à-dire ces journalistes qui suivent tous les procès. Et je pense notamment à l'une d'entre elles qui est absolument excellente, Pascale Robert-Diard, qui est la chroniqueuse judiciaire du Monde, qui est chroniqueuse judiciaire depuis des décennies, sans trop la vieillir, et qui a fait un papier sur notre livre qu'on lui avait évidemment envoyé, sous forme de mea culpa, en disant mais en fait je me rends compte parce que une avocate, Corinne Dreyfus-Schmidt d'ailleurs, dont on parle dans le livre et qui est mon associée, était allée la voir au procès des écoutes là, de Sarkozy en décembre. Elles évoquaient le fait que Jacqueline Lafont défende l'ancien président. Et Corinne qui n'a pas la langue dans sa poche, lui a dit oui, enfin, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des femmes avocates, c'est super qu'il y ait Jacqueline Lafont, mais vous, Pascal, vous nous aidez quand même pas vraiment parce que vous ne parlez jamais d'avocate, ce qui est tout à fait vrai, parce que toutes les avocates pensaient tout bas, mais que finalement personne n'avait osé lui dire, parce que justement c'était peut-être la pire façon d'espérer un jour qu'elle parle de nous. Et donc dans son article sur le bouquin, elle a fait un mea culpa en disant mais je suis vraiment passée à côté de quelque chose. Je n'ai pas réalisé que derrière leur discrétion se cachait un travail immense, une importance capitale pour les ténors qui se mettent en avant et toutes ces sensibilités que moi-même femme j'avais ignorées. Je trouvais ça assez intéressant.
l'acceptation de ce néologisme créé par votre éditrice, ténora. Est-ce qu'on a une chance de voir des Dupont-Moretta et des ténoras se balader Mais elles sont là, elles sont là déjà. Exact. Alors il y a dans ce livre un chapitre aussi qui soulève une autre problématique que la problématique directement sexiste, c'est celle qui concerne Frédérique Beaulieu. Alors c'est une avocate dont vous dites effectivement que ce n'est pas un produit issu de la reproduction. Donc ce qu'on sent dans ce livre, à travers ce livre, c'est qu'il y a effectivement une espèce d'endogamie naturelle et qu'il est plus facile d'avoir un père bâtonnier pour être soi-même bâtonnier, plus facile de suivre des parents qui ont fait des études enfin, de droit, de Sciences Po, etc. Et ce qui est amusant dans ce chapitre-là, donc Frédérique Beaulieu ne vient pas de ces univers-là. Elle relate, je ne pense pas que ça la concerne directement, mais elle relate une anecdote d'une confrère à qui on demande, alors qu'elle est en 3e étape de validation de son diplôme, que font vos parents? Et elle répond, eh ben, ma mère est coiffeuse. Et donc l'avocat lui dit, oh, ben, excusez-moi, d'un air contrit. Donc c'est aussi ce qu'on voit dans ce livre, on voit quand même quelque chose de très... Il n'y a pas que du sexisme, il y a aussi une espèce d'endogamie sociale. La profession d'avocat est très traditionnelle. Ce que j'aurais remarqué, c'est qu'on va dans des vieux palais, on ouvre des vieux livres, on utilise des vieilles formules, des locutions latines. Donc oui, c'est vrai que la modernité sous toutes ses formes, d'ailleurs, nous on a décidé de parler de féminisme et de misogynie, mais évidemment il n'y a pas que ça, et c'est une profession qui est un peu ronronnante et c'est pas toujours évident d'y faire entrer des idées modernes. On dit aussi que c'est un métier de lignée. Alors pendant longtemps ça l'était au sens propre, c'est vrai, hein, des familles d'avocats, mais je crois que ça allait aussi au sens figuré, et ça moi par contre j'y suis très attachée. J'aime bien aussi ce côté traditionnel, j'aime bien aller dans des vieux palais. Je suis un peu malheureuse quand je vais au nouveau tribunal judiciaire à Paris, au Batignolles, dans cet immeuble très moderne. J'avoue que moi-même, j'ai un peu de nostalgie et que je suis plutôt contente quand je vais au vieux palais plaider à la cour d'assises, puisqu'elle est encore là-bas. Donc cette lignée, cette transmission, moi j'en bénéficie de la part d'Hervé Temim, de la part des autres ténors, mais aussi de ces femmes. Et c'était aussi cette démarche-là qui était la mienne avec ce livre, c'était de moi-même pouvoir les interroger de façon très précise. On les a toutes rencontrées pendant plusieurs heures d'affilée, de pouvoir bénéficier de leur expérience et que cette expérience soit figée sur le papier pour qu'elle soit transmise aux jeunes avocates, aux étudiantes en droit, pour que d'abord elles se disent qu'évidemment c'était pas un métier qui leur était fermé, et puis aussi pour qu'elles s'enrichissent, pour qu'elles s'épaississent de toute cette expérience qui leur était transmise. Alors, il y a aussi un chapitre qui est tout à fait intéressant, qui concerne, je ne sais plus le nom de l'avocate, mais vous allez me le rappeler, où est mis en défaut l'institution policière. C'est-à-dire qu'il apparaît dans ce livre que finalement l'aveu vaut preuve de culpabilité, ce qui semblerait pas du tout le cas, pas systématique. Et là, il y a une avocate, je ne sais plus si c'est Corinne Dreyfus, justement, donc ton associée, Corinne Dreyfus, qui se trouve à prendre la défense d'un suspect qui aurait été accusé, qui aurait fracassé le crâne de son beau-fils, et qui avoue qu'il a fracassé le crâne de son beau-fils. Et elle va, comme elle dit, travailler à la ligne, travailler sur la ligne ou sur le fil. Elle va essayer de plaider dans une direction où effectivement on l'aurait poussé aux aveux. Lisa, à toi? Oui, ce qu'elle essaye de démontrer, c'est que c'était un peu la première fois qu'elle s'attaquait à l'institution policière. Elle essaye de démontrer à quel point, en fait, son client a été interrogé dans des conditions qui l'ont poussé à avouer des faits qu'il n'avait pas ou qu'il n'aurait pas commis. Et donc, toute sa démonstration, et elle dit que c'est extrêmement difficile de finalement se glisser entre l'institution judiciaire et l'institution policière, parce que, mine de rien, c'est quand même des gens qui, la plupart du temps, tentent de travailler, pas ensemble, mais conjointement, en bonne intelligence, pour avancer et faire
éclore la vérité. Et donc elle dit, j'avais le sentiment de me mettre moi au milieu de tout ça et avec mes petits bras de forcer pour finalement casser cette espèce de complicité, hein, au sens honnête du terme, mais quand même. Et donc elle remet en cause et petit à petit elle démontre que effectivement son client a été interrogé plusieurs heures d'affilée en dehors de ce qu'il est permis de faire, à des heures la nuit, qu'on l'empêchait de dormir. Enfin, c'est à peine s'il n'était pas attaché au radiateur, mais presque. Oui, s'il l'était, il l'était, je le confirme. Et donc du coup, elle se lance dans ce combat. Après, elle prendra goût vraiment à ça, parce que ce ne sera pas sa première... mais voilà, elle décide de s'attaquer à l'institution policière et c'est pas évident. Et elle s'en sort. Et d'ailleurs, elle a ce jour-là un très bon résultat et elle finit portée dans la salle d'audience. Oui, c'est beau. Voilà. On découvre d'ailleurs dans ce chapitre qu'il y a un livre qui s'appelle « Comment faire avouer ». Donc elle note, l'avocate note des méthodes d'interrogatoire, enfin c'est sidérant, l'avocate note des méthodes d'interrogatoire qui ressemblent à s'y méprendre à celles retranscrites dans « Comment faire avouer », un livre écrit dans les années 60 qui a été interdit depuis. Voilà, j'imagine. Qui a été interdit, oui. Et enseigné alors dans les écoles de police, interdite depuis, l'œuvre de l'inspecteur Lambert comprenait des chapitres tels que « Comment attendrir la viande »,« Faire du chantage »,« Devenir une machine à confession ». Dans le cas de son client, l'interrogatoire d'une durée de 9 heures, ce que tu disais, n'avait eu lieu que la nuit et il avait été attaché au radiateur, ultime cliché des violences policières. Cette nuit-là, le beau-père a craqué et avoir fait une cabane avec le petit garçon, puis avoir donné un coup involontaire avant de le frapper au crâne et de s'en aller. Donc c'est effectivement un retournement positif là, dans ce procès-là. Alors, il y a une autre affaire aussi, toutes m'ont passionnée, comme vous le voyez, mais il y a une affaire où on a ressorti ce dinosaure de la politique qu'on a beaucoup aimé, qui est Charles Pasqua, où là, il y a une relation très intéressante avec son avocate qui n'est certainement pas de même sensibilité politique, qui va rencontrer ce dinosaure qui est inculpé dans plusieurs... pas procès, mais plusieurs chefs d'accusation, n'est-ce pas? Voilà. Et donc là, j'ai trouvé aussi que c'était un moment intéressant puisque se noue une relation qui va dépasser d'ailleurs la relation professionnelle. Je crois qu'elle va devenir très proche de Pasqua, qui lui-même vivra un drame puisque son fils mourra, qui n'a plus envie d'aller au procès. Même si, en l'occurrence, son petit-fils, qui lui-même a perdu son père, le pousse à aller au bout, à sauver l'honneur, et que finalement, il mourra peu de temps après. Qui veut parler de ce procès-là? Oui, Jacqueline Lafont, elle raconte qu'au début, Charles Pasqua, c'est quand même pas tout à fait sa tasse de thé, c'est pas tout à fait ses idées, parce qu'on l'a beaucoup aimé ou pas, c'est quand même quelqu'un d'assez clivant. Et pour elle, avocate pénaliste... qui ne dit pas sa sensibilité, mais qu'on imagine en tout cas très attaché aux droits de l'homme, etc. Bon, là, on avait quand même l'ancien ministre de l'Intérieur assez sévère, va-t-on dire. Donc forcément, c'était pas tout à fait dans sa ligne. Et donc, elle le rencontre parce qu'il était défendu par son mari, qui a été très longtemps son associé. Jacqueline Lafont a travaillé avec Pierre Haïk, dont elle a été la collaboratrice et qu'elle a épousé et avec lequel elle a mené de très importants combats judiciaires. Il est donc défendu par son mari et puis il y a une histoire, une des affaires dans laquelle Pierre Haïk ne peut pas défendre Charles Pasqua. Il y a un conflit d'intérêts, il a défendu dans le passé quelqu'un qui est dans la même affaire. Passons. Et puis ils se réunissent autour de la table, donc il y a Charles Pasqua, il y a son fils qui manifestement l'accompagnait en permanence, Pierre Haïk, certainement un conseiller, et puis tout le monde se gratte la tête, tout le monde réfléchit, mais alors qui on va bien pouvoir prendre, à quel ténor on va pouvoir faire appel, lui non c'est pas possible, il est déjà pris, et puis lui il est conflicté, et puis lui peut-être qu'on n'a pas tellement envie de risquer de perdre le client, donc on le conseille pas, etc. Et puis au bout d'une demi-heure, c'est Pasqua lui-même, de façon d'ailleurs assez étonnante et amusante. Je me réjouis, on y va. Pasqua lui-même qui tape sur la table et qui dit mais enfin qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais prendre Jacqueline. J'ai un très mauvais accent du Sud. Et
c'est Charles Pasqua lui-même qui va dire « Mais attendez, on a là devant une brillante avocate qui a plaidé avec son mari toutes mes affaires, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas me défendre toute seule pour celle-ci ?» Donc, féministe avant l'heure, Charles Pasqua. Et ce qu'elle raconte, c'est que finalement, c'est elle qui va plaider pour lui seule pour diverses affaires. Elle va obtenir d'ailleurs de très bons résultats. Il va être relaxé de nombreuses fois. Et en effet, elle va s'attacher à cet homme qui va vivre ce drame, la perte de ce fils, et qui va perdre tout goût de sa propre défense. C'est vrai que c'est assez touchant. On raconte cette anecdote, pareil, qui moi m'a étonnée et qui est intéressante, c'est que à chaque jour de plaidoirie, quand c'était son tour à elle de plaider, avant que l'audience ne commence, quand les gens s'installent, les journalistes arrivent, il y a tout un petit brouhaha qui se fait, lui il s'avançait à la barre et il déclamait de la poésie, des vers de Victor Hugo. Il déclamait ça pour elle, pour son avocate qui allait bientôt prendre la parole pour lui. Et c'est vrai que pour ceux qui n'auraient pas Charles Pasqua tout à fait dans leur cœur, la lecture de ce chapitre est particulièrement émouvante et montre un autre aspect du personnage. Et c'est vrai que quand on est avocat pénaliste, on est en prise avec des personnalités qui font face à une épreuve, particulièrement en pénal des affaires. C'est vrai que en général, ce sont des gens, des grands chefs d'entreprise, des hommes politiques, etc., qui n'ont jamais imaginé être poursuivis un jour par la justice. Et ils vivent ça différemment, selon les caractères. Beaucoup le vivent comme une infamie, certains arrivent à avoir plus de distance, d'autres sont en colère. Mais en tout cas, ils montrent des aspects de leur personnalité très intimes. Et c'est aussi ça, le métier d'avocat. Ça fait aussi partie de ces métiers dans lesquels on entre dans l'intimité des gens. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'entend bien avec Lisa, parce qu'on a ça en commun. Lisa, en tant que journaliste, elle aime faire des portraits, elle aime aller au fond des choses, elle aime essayer de débusquer chez les gens ce que tout le monde ne voit pas. Et quand on est avocat, on aime forcément ça aussi, parce que ça fait partie de notre métier. Oui, alors justement, je voulais vous poser la question à toutes les deux, qui êtes deux passionnées, qui effectivement scrutaient l'âme humaine de différentes manières. Il y en a une pourtant dans le métier d'avocat où c'est redit plusieurs fois dans ton livre, finalement, on ne traite pas ce que les gens sont, mais ce que les gens font dans le métier d'avocat. Ou est-ce que c'est l'inverse d'ailleurs? Alors c'est l'inverse. C'est l'inverse. Quand une personne est poursuivie, je ne sais pas moi, pour un viol par exemple, on ne défend pas le viol, on ne défend pas l'acte, on défend la personne qui a commis cet acte. Justement, on défend un homme, on défend une femme, plus rarement, parce que 5% des détenus sont des femmes seulement. Bon. Mais non, c'est le contraire, justement. On défend toujours un homme, on ne défend pas ce qu'il a fait, surtout quand c'est avéré, évidemment. Et c'est pour ça c'est la réponse, justement, à donner à ce questionnement classique de « mais enfin, comment faites-vous pour défendre telle personne ?» après ce qu'il a fait. Mais justement, je défends telle personne avec son histoire, avec ses faiblesses, avec des explications psychanalytiques ou pas, avec ses failles, avec ses traumatismes, avec tout ça. Et puis ensuite, la justice en fait ce qu'elle veut. Mais nous, notre rôle, justement, c'est de montrer que derrière cet acte-là, cet acte monstrueux, cet acte scandaleux, cet acte qui peut dégoûter, il y a cette personne qui a commis quelque chose de monstrueux, ce qui n'en fait pas forcément un monstre. Ou en tout cas, nous, notre rôle, c'est de montrer toutes les facettes de la personnalité. Et si on ne croit pas profondément ça, et moi je comprends tout à fait que tout le monde n'y croit pas et que tout le monde ne choisisse pas de faire ce métier qui, moi, est un métier que j'adore. Je respecte profondément qu'on ait une autre façon d'être. Mais, et c'est ce qu'a dit un grand avocat pénaliste qui a été justement associé de Frédéric Beaulieu, Henri Leclerc, le rôle de l'avocat dans le triptyque liberté, égalité, fraternité, le rôle démocratique de l'avocat, c'est la fraternité. C'est-à-dire de toujours rappeler incessamment qu'une personne qu'on va juger, ça reste un être humain, ça reste votre frère. Ça aurait pu être votre frère.
Et si vous n'avez pas cette croyance ancrée en vous, évidemment, vous ne pouvez pas exercer ce métier. Alors, Julia, il y a quelque chose qui est un peu frustrant dans ce livre, c'est que toi, tu ne nous as pas dit quelle était l'affaire, puisque ça fait quand même 15 ans maintenant que tu exerces ce métier, dans un des cabinets les plus actifs, comme je le disais, et les plus reconnus, les plus performants. Quelle est l'affaire qui, toi, t'a le plus marqué? Alors, j'en dis quelques mots à la fin du livre. Quand j'étais toute jeune avocat, en 2007, donc j'avais 1 an de barreau, j'ai accompagné Hervé Temim aux assises à Aix-en-Provence. Il défendait la famille d'Agnès Leroux. Agnès Leroux, c'est cette jeune femme héritière du casino des Palais de la Méditerranée qui a disparu en 1977, dont on n'a jamais retrouvé le corps, et dont la mère, Renée Leroux, qui a disparu depuis, mais qui était présente à ce procès, s'est battue des années durant pour faire toute la lumière sur la disparition de sa fille, avec cette conviction chevillée au corps qu'elle avait été assassinée par son amant, Maurice Agnelet, avec lequel elle-même, la mère, était en lutte pour différentes raisons. Il avait été son avocat, il y avait une histoire de mafia, enfin, tout ça a été absolument passionnant. Moi, j'ai récupéré un dossier qui avait 30 ans à l'époque. Donc, vous imaginez, on a une immense table de réunion au cabinet. J'avais mis tous les dossiers sur cette grande table. J'étais partie en vacances au début du mois de juillet. Le procès était en octobre et j'ai passé tout le mois d'août à essayer de dénicher le détail qui aurait pu échapper aux uns et aux autres. Alors, évidemment, je n'ai pas résolu le cas, mais en revanche, c'est un dossier que je connaissais absolument par cœur, et encore aujourd'hui, je peux vous dire quel était le nom du coiffeur d'Agnès Leroux, la marque de sa voiture, les noms des témoins. Et on a été à ce procès. Moi, je n'avais jamais fait d'assises, c'était ma première affaire. On était là pendant 1 mois. Des gens sont venus se rappeler des souvenirs d'il y a 30 ans. Et on avait cette justice qui passait 30 ans après. Alors, il y a des gens que ça a beaucoup choqué d'ailleurs. Maurice Agnelet, qui venait d'être acquitté par la cour d'assises à Nice. Nice, lieu où toute cette affaire s'était déroulée. Le parquet avait fait appel, ce qui était très nouveau dans la loi, puisque avant, d'abord, personne ne pouvait faire appel des décisions d'assises, puis seulement les gens condamnés pouvaient faire appel. Et puis, par souci d'égalité des armes, cette fois dans ce sens-là, on avait inscrit dans la loi la possibilité pour le parquet de faire appel d'un acquittement. Donc on était là, il y avait des sujets évidemment très quasi de philosophie de droit. Est-ce qu'on peut poursuivre pour assassinat alors que le corps n'a jamais été trouvé? La défense faisait valoir en permanence où, quand, comment est-elle morte? Vous ne pouvez pas répondre à cette question, donc vous ne pouvez pas juger. Et nous, de l'autre côté, on disait non, parce qu'on a des preuves, pas seulement des indices, on a des preuves que Maurice Agnelet a assassiné Agnès Leroux, et parfois d'ailleurs des preuves beaucoup plus fortes que celles qu'on pouvait trouver dans n'importe quel autre crime où le corps avait été trouvé. Donc voilà, moi j'ai passé ce mois à Aix avec ce procès assez extraordinaire dans cette ville qui a quand même une ambiance particulière, avec les chroniqueurs judiciaires. J'ai vraiment appris ce que c'était que le métier d'avocat d'assises pendant ce mois où j'ai assisté à ce procès, et ça m'a profondément marqué déjà à l'époque, mais d'autant plus parce que 7 ans plus tard, décision de la Cour européenne des droits de l'homme, la loi française ne va pas du tout, les arrêts d'assises ne sont pas motivés, c'est-à-dire qu'on vous dit vous êtes coupable, vous n'êtes pas coupable, mais personne ne vous explique pourquoi. Et donc pour quelques affaires emblématiques, pour quelques affaires particulièrement complexes comme celle-ci, la France est condamnée, la Cour de cassation décide qu'il faut qu'il y ait un nouveau procès, et nous voilà repartis. Cette fois, c'est délocalisé à Rennes, donc on est bien loin de Nice. Et nous voilà partis pour de nouveau 5 semaines de procès à Rennes, dans cette salle des assises du Parlement de Bretagne absolument extraordinaire. Moi, je suis évidemment plus la même avocate, j'ai 7 ans d'expérience, je suis plus la même personne, je suis devenue maman, je suis enceinte de mon 2e enfant, et donc je revis ce procès une 2e fois, mais de façon totalement différente. Et puis de toute façon, il n'y a jamais de procès qui se passe de la même façon. Maurice Agnelet est libre, il a vieilli, il a perdu de son bagou, mais
il est là. Et un lundi matin, on revient après le week-end et l'avocat général vient me voir et me dit « Bonjour maître, prévenez vos clients parce qu'il va se passer quelque chose de difficile. » Bon, c'était pour le moins mystérieux, quelque chose de difficile après tout ce qu'ils ont vécu toutes ces années. On a du mal à imaginer ce que ça peut être. On s'assoit, le président de la cour arrive, on se relève, on se rassoit, et là, le président vient lire la déposition qu'avait fait un des 2 fils de l'accusé pendant le week-end. Il habitait à Chambéry, il est entré dans une gendarmerie, il a dit « Voilà, le procès de mon père est en cours, ça se passe à Rennes, c'était il y a 40 ans, mais à moi, il a confessé qu'il avait tué Agnès Leroux, et il m'a dit comment il avait fait, et il m'a dit où il l'avait fait. » Et donc, où, quand, comment, on avait la réponse qui était assez proche de ce qu'on avait tous pu imaginer. Immédiatement, le président ordonne qu'on mette Maurice Agnelet dans le box, donc il était libre, il vivait à l'hôtel, il se retrouve dans le box. Il dort à la prison de Rennes pour la fin du procès. On replaide, il est de nouveau condamné, comme il l'avait été à Aix, j'ai oublié de le dire d'ailleurs. Et l'affaire s'arrête là. Et donc c'est une affaire qui m'a accompagnée tout ce temps. Pascale Robert-Diard, dont je parlais tout à l'heure, a d'ailleurs écrit un formidable livre à ce sujet qui s'appelle « La déposition », justement. Elle a été à la rencontre de ce fils pour comprendre comment et pourquoi, après avoir soutenu son père pendant des années, il a pris cette décision tout à coup de faire éclater définitivement la vérité. Et voilà. Et là, fin de l'histoire, au mois de décembre, Maurice Agnelet est sorti de prison, il a été libéré, il a pris l'avion pour retrouver son autre fils, celui qui ne l'avait pas trahi, je crois, en Nouvelle-Calédonie. Il est resté confiné pendant 14 jours dans un hôtel, il est arrivé dans la maison de son fils et la nuit même ou le lendemain, il est décédé dans son sommeil face à la mer, ce qui est assez caractéristique du personnage. Par une dernière affaire qui va donner la parole à notre écrivain, Lisa Vignoni, qui est l'affaire Eddie Bellegueule, où cet écrivain est défendu par une avocate, Marie Dosé. Donc Eddie Bellegueule, vous connaissez sans doute, c'est un auteur qui a eu un certain succès avec un livre qui portait justement son nom. Il a ensuite porté plainte, tu vas raconter bien sûr, contre un viol qu'il aurait subi une nuit d'amour torride. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans ce livre, l'issue judiciaire n'est pas connue. En revanche, on voit, toi qui es écrivain, à quel point finalement l'auteur va être probablement prisonnier de son propre mensonge qui est consigné dans son livre. Alors, je sais pas, c'est peut-être... Raconte-nous cette affaire. Et Marie Dosé, ce qui est amusant, c'est que en fait, l'avocate est mariée elle-même avec un écrivain, oui. Villemain, oui. Qui s'intéresse aussi aux faits divers. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de confronter dans ce chapitre-là la fiction, la manière dont à un moment donné, on peut être complètement pris prisonnier de la fiction, justement. Oui. Marie Dosé, c'est une avocate qui est une grande... qui lit énormément, qui a beaucoup d'amour pour la littérature contemporaine notamment. Et là, elle se retrouve en fait face à un des écrivains contemporains actuels qui s'appelle Édouard Louis. C'est son nom d'auteur. Il s'appelait Eddie Bellegueule et il a changé de nom au moment de la publication de son premier roman qui s'appelait justement En finir avec Eddie Bellegueule, dans lequel il racontait... son enfance, l'endroit d'où il venait, son arrachement à ça. C'est un garçon qui a eu pas mal de succès d'estime et de succès en librairie. Il a écrit ensuite d'autres livres, un sur son père, très dernièrement un sur sa mère. Et au milieu, il a écrit un livre qui s'appelle L'histoire de la violence, dans lequel il raconte l'histoire de ce qui serait un viol, une nuit, un 25 décembre, alors qu'il rentre chez lui, après avoir dîné avec des amis, il fait la rencontre d'un homme et donc il est violé par cet homme qui s'appelle Riyad, donc, dans le livre.
Et donc il a écrit ce livre, mais le lendemain donc, de ce moment qu'il a vécu, il est allé porter plainte et on a passé du temps à chercher cet homme, le temps que justement Édouard Louis écrive ce livre. Et il a commencé finalement la promotion, donc tout ça, ça prend du temps. Enfin, on écrit un livre, on est corrigé, on est publié, enfin tout ça c'est un temps assez long, enfin surtout pour ceux qui écrivent c'est encore plus long. Mais en gros il y a 2 ans qui s'écoulent entre les faits et la publication du livre, et donc il commence la promotion de son livre. Il fait voilà, toutes les grandes matinales de radio, il est interviewé dans les plus grands journaux, etc. Et il raconte que, en fait, évidemment, comme souvent, le cœur de son œuvre, finalement c'est une œuvre autofictionnelle ou autobiographique, comme vous aimez le dire. Et donc, on lui parle de la véracité, de la réalité de ce qu'il a vécu, et donc il dit qu'évidemment c'est de la fiction, évidemment c'est un livre, c'est de la littérature, mais quand même ça s'est produit, etc. Et puis, hasard du calendrier total, donc, il y a eu des recherches, il y a eu un ADN au moment de l'enquête, juste après qu'il ait déposé plainte, on a trouvé, parce qu'ils avaient pris un verre chez lui, on a récupéré l'ADN du présumé violeur, et l'enquête se poursuit, et en fait, par hasard, 1 mois après la sortie du livre, on retrouve, parce qu'il y a eu un vol commis, on retrouve un homme est arrêté, et là, tout d'un coup, l'ADN de cet homme match avec l'ADN qui a été retrouvé chez Édouard Louis, et donc on retrouve le présumé violeur d'Édouard Louis. Sauf que Marie-Dosé n'arrive pas tout de suite dans l'affaire. L'affaire est confiée, donc il y a une sorte j'explique rapidement et très mal, il y a la conférence du barreau de Paris, donc c'est des élèves avocats, ce sont de jeunes avocats pénalistes qui sont sélectionnés à force de plusieurs tours de concours d'éloquence, etc. Et donc, en gros, on prend la crème de la crème des pénalistes, des jeunes pénalistes qui deviendront demain les ténors du barreau. Et souvent, ces jeunes avocats se voient confier des affaires pénales où ils sont commis d'office. Donc voilà, ce Riyad, par exemple, n'avait pas la possibilité de faire appel à un avocat. Donc, ce sont des élèves de la conférence qui l'ont défendu au tout début. Et Marie-Dosé intervient après parce que le client n'est pas satisfait, enfin le petit ami du client n'est pas satisfait, et il la contacte elle, et elle en fait essaye complètement essaye de montrer à quel point finalement Édouard Louis, qui est là, est enfermé dans un témoignage, parce que ce témoignage, il l'a écrit, il en a fait son œuvre, c'est son fonds de commerce en quelque sorte, et il ne peut pas aller contre tout ce qu'il a dit. Ça reviendrait à dire, voilà, je suis un écrivain qu'on adule, je suis un écrivain qui vend énormément de livres, j'ai fondé toute mon œuvre sur l'autofiction, sur la réalité de ce qu'étaient mes parents, de ce qu'était mon enfance, de ce qu'a été cet épisode violent. Et donc, là, aujourd'hui, il se retrouve devant le tribunal, et en fait, elle essaye de démontrer. Et donc là, effectivement, quand on a fait le livre, le procès n'avait pas encore eu lieu, mais moi, je suis allée la voir après plaider. Elle essaye de démontrer devant les juges en disant « On est face à quelqu'un qui n'est pas libre de témoigner normalement, parce que sinon, il s'enterrerait. » Donc tout ça a été très, très intéressant à voir. Et donc, effectivement, vous parlez d'un piège. Et ce piège-là, il a éclaté parce que Riyad a été relaxé au tribunal après l'impression du livre. Donc ça n'est pas dit dans le chapitre. Non, c'est pas dans le chapitre. Alors il y a une remarque en revanche de l'avocate que j'aime beaucoup, qui dit, donc elle demande, lorsque Marie-Dosé renouvelle sa demande de confrontation, l'avocat de la victime, donc Édouard Louis, oui. Répond non. C'est cet avocat qui, au bout de 11 mois de détention de Riyad, viendra à l'audience de demande de mise en liberté en déclarant que l'accusé ne doit pas sortir de prison car il est sans domicile et sans adresse. Oui, parce que j'ai oublié quand même ce léger détail, c'est qu'en attendant son procès, évidemment, voilà. Riyad est en détention provisoire, et il y a dans la procédure,
que pour qu'il y ait une demande de mise en liberté, enfin ça, Julia, si je dis une bêtise, évidemment tu m'arrêtes, une demande de mise en liberté qui soit acceptée, il faut que la victime soit confrontée, que la victime soit confrontée au présumé coupable. Donc du coup, comme Édouard Louis refuse en permanence la confrontation, la remise en liberté n'est jamais accordée, et donc c'est un cercle vicieux. Et ce qui agace terriblement, il y a ce chapitre et parle aussi de... disons que Édouard Louis est quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, qui en parle énormément, qui le revendique et qui raconte justement son ascension, ce qu'il considère être une ascension sociale, culturelle, etc. Et Marie Dosé, donc, qui est avocate, se sent proche effectivement est née dans un milieu qui serait plus ou moins proche de celui-là, de celui dans lequel Édouard Louis est né. Et donc, c'est très fort pour elle parce qu'elle refuse qu'Édouard Louis soit une sorte de représentation de ce qu'on est et de ce qu'on dit du milieu populaire quand on s'en échappe. Elle trouve que c'est fait de manière pas élégante, et donc elle en fait vraiment un enjeu de défense terrible, et donc elle veut vraiment se le faire. Est-ce que c'est d'ailleurs elle, cette avocate qui est extrêmement sensible, qui faisait de la musique avant et qui a eu une maladie des doigts, qui a dû arrêter la musique et s'est tournée vers le métier d'avocate. Donc on sent qu'elle est à fleur de peau totalement. Oui, elle est complètement à fleur de peau. Elle a un côté... elle a un côté très énergique et très, très énervé. Elle tape du poing sur la table en permanence, mais elle est aussi extrêmement à fleur de peau. Et effectivement, elle voulait se lancer dans une carrière dans la musique. Elle avait fait le conservatoire, et puis à un moment, elle a eu une maladie des mains qui l'a poussée à renoncer. Et donc, quand elle raconte cette expérience, elle dit « J'ai fait du droit parce que je voulais quelque chose qui m'abrutisse. » Parce que j'avais une masse de travail incroyable au conservatoire, j'ai énormément travaillé, c'était des heures, tous les jours, le week-end, etc., les vacances. Et là, il me fallait quelque chose qui me sorte de ça et qui m'abrutisse. Donc le droit, c'était parfait, j'apprenais par cœur, j'avais des tonnes. Et donc c'est pour ça, c'est comme ça qu'elle raconte l'anti-vocation, en quelque sorte. Absolument. Bon, enfin, vous l'aurez compris, le livre est passionnant. Alors on a vu pas mal de chapitres. Moi, je pourrais continuer, mais on va peut-être vous laisser découvrir le livre par vous-même. Il y a une chose qui m'a beaucoup amusée en regardant un petit peu ton parcours, Julia, et je me suis dit, bon sang ne saurait mentir. C'est-à-dire que Julia a un grand-père qui a donc été pédiatre, qui a créé la néonatalité et qui avait le projet d'un livre qu'il n'a malheureusement pas pu terminer. J'ai découvert ça puisque c'est un de mes amis qui m'a fait savoir qu'il était son co-auteur. Et le livre s'appelait « Les déesses oubliées ». Là encore, il s'agissait de réhabiliter des femmes. Donc ton grand-père, Alexandre, avait le projet en 2004 de relater, de faire des portraits de femmes pour sensibiliser les lecteurs à la condition des femmes dans le tiers-monde, de l'Afrique à l'Amérique du Sud. Alors figure-toi que ce copain, Sébastien Ripari, m'a contacté me disant que Alexandre était un type formidable, qu'il était donc très engagé aux côtés des femmes, et il m'a dit qu'il avait 20 heures d'enregistrement de ses entretiens avec lui. Voilà, ça c'était ma petite surprise du soir, et qui finalement, je pense que si ton grand-père te voit aujourd'hui te battre pour faire exister ces femmes avocates pénalistes, eh bien c'est une jolie continuité. La dernière question peut-être que je voulais vous poser, parce que donc je trouve que le côté sexiste est un peu gênant, c'est-à-dire que je ne pense pas que la qualité d'une personne ait à voir avec son sexe, femme, homme, etc. Pas du tout. Donc la sensibilité n'est pas le monopole des femmes, on dit toujours le féminin n'est pas le monopole des femmes. Tu disais l'autre jour que quand on enfile une robe, finalement, il y a autant d'avocats que de personnalités. Est-ce que c'est pas ça plutôt le fond de la vérité de ton travail et de ton expérience? Oui, exactement. Quand on enfile la robe d'avocat,
on n'est plus ni homme ni femme, et peu importe le genre, c'est-à-dire qu'il y a autant de façons de plaider que de personnalités, autant de façons d'établir une stratégie judiciaire que de personnalité. Donc le propos du livre, c'est pas du tout de dire les avocates sont meilleures, mais c'est dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont pas moins bonnes, ça c'est certain, que c'est donc très injuste qu'elles soient des déesses oubliées. J'ignorais complètement ce projet, et donc je vous remercie vraiment de m'en avoir parlé. Ça ne m'étonne absolument pas, parce que mon grand-père, et ça je l'ai répété plusieurs fois pendant la promotion du livre, mon grand-père Alexandre disait toujours que heureusement le monde allait bientôt aller mieux puisque les femmes allaient le diriger. Alors c'est pas encore tout à fait exact, mais je crois qu'on est en chemin et qu'on peut finir cette soirée sur cette note positive. Absolument. Merci beaucoup. Merci.